Macron, en 2017, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est ça. D'un jeune politique adulé, Emmanuel Macron est devenu un président détesté. Mais derrière cette façade que le jeune énarque a mis des années à lisser se cache une histoire. Celle d'un jeune homme brillant, talentueux et précoce. Celle d'un adolescent fasciné par la littérature et amoureux de sa prof de théâtre. Celle d'un enfant marginal et complexe. Bref, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Emmanuel Macron. Juste avant que la vidéo démarre, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de repartager, c'est toujours la même chanson, mais pour moi c'est hyper important et ça me pousse à continuer les vidéos. Je vous embête pas plus, bon visionnage. Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, il est le fils de Jean-Michel Macron et de Françoise Noguès. Son père est professeur de neurologie et sa mère, elle, est médecin. Le petit Emmanuel est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, il a un petit frère, Laurent, et une petite sœur, Estelle. Tout juste sorti du berceau, Emmanuel Macron se prend de passion pour la littérature. À 2 ans seulement, il déambule dans les couloirs de la maison familiale, livre à la main, et entre les pages, il y glisse un petit stylo pour imiter ses parents. À 5 ans, pressé de découvrir la littérature française, il sait déjà lire. Sa mère le pense hypermnésique, c'est-à-dire doué d'une mémoire phénoménale. Il n'est pas plus haut que 3 pommes, qu'il connaît déjà par cœur les grandes figures de la mythologie grecque. Son père contribue aussi, à sa façon, à son enrichissement littéraire. Enfin, sa bibliothèque plutôt. Régulièrement, Emmanuel, sur la pointe des pieds, vient y piocher quelques livres. Son autre passion, qui est étroitement liée à la première mais qui arrivera un peu plus tard, c'est la philosophie. Pendant que les enfants de son âge sortent avec des filles et fuguent le soir pour aller chez les copains, lui, il lit Nietzsche, Michel Foucault et d'autres pointures de la philo. Un peu différent, le jeune Macron. Bon, même s'il est frappé d'une précocité rare, il reste tout de même un enfant et lui aussi a des habitudes qui sont, comment dire, un peu particulières. Vers ses 5 ans, Emmanuel développe une passion, attraper des lézards pour leur arracher la queue avant de la placer dans un bocal. Cela agace beaucoup sa mère qui trouve que ça empeste dans la maison familiale de Bagnères de Bigorre. Et le jeune Emmanuel, comme tout enfant de son âge, encore une fois, se dispute aussi avec son petit frère, Laurent Macron. Mais même ici, il n'agit pas vraiment comme tous les autres, car quand cela arrive, son frère, lui, se défend physiquement, assez classique, mais pas Emmanuel. Lui, il préfère la parole à la bagarre. Il riposte donc avec des phrases, des joutes oratoires qu'il juge plus percutantes que des coups de poing. Ah, sacré Emmanuel. C'est vrai qu'il est pas très physique, et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent sur les esprits brillants. Quelquefois, tout de même, il va jouer au tennis au club juste en face de sa maison, à Henryville, un quartier bourgeois d'Amiens. Mais en dehors de la natation, le sport n'est pas vraiment sa tasse de thé. Alors ne vous inquiétez pas, côté compétition, il n'est pas en reste. Il la développe ailleurs, au conservatoire de musique d'Amiens. Là-bas, sa mère l'inscrit au piano et catastrophe pour le jeune Emmanuel. Il va connaître sa première vraie déception, puisqu'il échoue au concours d'entrée. Et l'échec ne fait pas partie de son vocabulaire. Alors il retente sa chance et demande à repasser avec la même professeure qui l'a refoulé. Il ne supporte pas le fait qu'il n'ait pas su la convaincre. À l'époque, il est déjà extrêmement persuasif. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on retrouvera chez lui des années plus tard. En tout cas, sa détermination paie et il intègre le conservatoire d'Amiens. Piano, tennis, natation, etc., etc. Toutes ces activités extrascolaires lui permettent de se faire quelques copains par-ci par-là, mais aucun ami véritablement proche et intime. Notre Emmanuel est suffisamment sociable et à l'aise avec les gens pour ne pas être un solitaire, mais il est tout de même un peu marginal. C'est un autre signe qu'il est en avance sur son âge. Il est extrêmement précoce et cela crée un décalage entre lui et ses camarades. On a tous connu, dans notre école primaire, collège ou lycée, ce genre de profil. Un élève un peu différent des autres, en avance et qui a du mal à s'intégrer. Eh bien, chez lui, c'est si marqué qu'il se sent bien plus à l'aise avec les adultes. Et ceux-ci lui rendent bien l'appareil puisqu'ils sont admiratifs de sa vivacité d'esprit et de sa confiance.
En 6e, et sur les conseils de sa grand-mère, ancienne directrice de collège, Emmanuel Macron quitte le public, direction La Providence, un collège tenu par les jésuites. L'enseignement plutôt sévère et encadré de cet établissement n'est pas franchement la tasse de thé des parents d'Emmanuel. Eux, ils préfèrent laisser beaucoup de liberté à leurs enfants. Mais cela est avant tout une question d'organisation, en fait c'est beaucoup plus pratique pour eux. Là-bas, le jeune Emmanuel brille. Il impressionne ses camarades, mais aussi ses professeurs. Pour Laurence, en classe avec lui, il est un fou qui sait tout sur tout. Elle est la fille de Brigitte Macron, Brigitte Trogneux à l'époque. Ce nom vous dit sûrement quelque chose. C'est une professeure de français qui enseigne à la Providence. Et en plus du français, elle dispense aussi des cours de théâtre, des séances auxquelles assiste justement notre cher Emmanuel. Et comme beaucoup d'adultes qui l'ont précédé, eh bien Brigitte elle est subjuguée par son intelligence exceptionnelle, au point que les deux se comprennent parfaitement bien. Une forte complicité intellectuelle naît alors entre les deux qui décident d'écrire une pièce de théâtre ensemble. Dès lors, chaque vendredi, ils se retrouvent pour la développer. Et cela n'est pas qu'une petite parenthèse, La pièce de théâtre, elle met des mois à être rédigée. Et une fois écrite, eh bien, ils décident de la mettre en scène. Et à force de passer du temps ensemble, eh bien, Emmanuel et Brigitte débordent peu à peu du cadre de leur relation élève-professeur. Mais Brigitte a 39 ans, je le rappelle, elle est mariée, mère de 3 enfants et installée dans une vie bourgeoise et confortable, du moins matériellement. Finalement, elle ne peut résister à cette attraction aussi forte qu'inexplicable qui la lie au jeune Emmanuel et une relation secrète naît entre les deux. Les parents de l'adolescent mettent du temps à prendre connaissance de cette liaison. Au départ, ils pensent que leur fils est avec la fille de Brigitte, Laurence, la même qu'il l'appelait le fou, jusqu'à ce qu'ils l'apprennent par hasard. Un jour, Emmanuel ment à ses parents pour voir Brigitte en cachette. Il leur dit qu'il part quelques jours réviser le bac chez la grand-mère d'un ami. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que, manque de chance, celle-ci appelle lorsqu'il était justement censé y être. Elle souhaite organiser sa venue pour le week-end à venir. Les parents comprennent alors que leur fils les a un petit peu roulés dans la farine. Et à la fin de la semaine, lorsque son père vient le chercher à la gare, le ton monte très vite. Sa mère est encore plus remontée, mais elle se rassure comme elle peut en se disant que cela lui passera si elle savait. Mais par-dessus tout, ce qui inquiète le plus ses parents, eh bien, ce sont ses études, et on peut les comprendre. Ils ont peur qu'il s'en détourne. Ils décident toutefois de donner sa chance à Brigitte et de la rencontrer. En fait, ils veulent comprendre ce que cette femme qui, à 3 ans près, aurait pu avoir le même âge qu'eux, a de si formidable pour avoir chamboulé à ce point le cœur de leur jeune fils. À l'issue de la rencontre, le coup près tombe. Ils demandent à Brigitte d'attendre que leur fils atteigne la majorité pour continuer à le voir. À ce moment, je le rappelle, Macron a 16 ans. Brigitte ne peut s'y résoudre et part les larmes aux yeux. Et avant qu'elle ait franchi le seuil de la porte, Françoise, la mère de Macron, lui lance, pleine de colère: « Vous ne vous rendez pas compte, vous avez votre vie, lui, il n'aura pas d'enfant. » Nous sommes en 1994 et Emmanuel Macron part à Paris pour faire sa terminale au lycée Henri IV, sûrement pour l'éloigner de Brigitte. Henri IV, cela vous dit sûrement quelque chose, et c'est normal, c'est le 2e plus grand lycée parisien en termes de taille. 2700 élèves, et réputé pour son prestige aussi. 100% d'obtention du bac et 78% de mention très bien. L'élitisme à la française dans toute sa splendeur. Logiquement, seuls les meilleurs élèves peuvent prétendre y entrer, et le niveau moyen y est donc bien plus élevé qu'à la Providence, et cela se ressent. Les débuts sont assez difficiles, Emmanuel n'est plus le meilleur de sa classe, sa moyenne chute jusqu'à 11-12 à peu près. Et psychologiquement, eh bien cela l'atteint, mais très vite, et comme il sait si bien le faire, il se met au niveau et comble son retard. À tel point qu'il obtient in fine la mention très bien à son bac S. Décidément, rien ne lui résiste, pas même Brigitte. Pendant sa terminale, il a continué à la voir en cachette. Elle est encore mariée, mais Emmanuel, avec la force de conviction qu'on lui connaît, insiste pour qu'elle quitte son mari. Il lui promet monts et merveilles, et entre autres qu'il l'épousera une fois majeur. À 18 ans, lorsqu'il a atteint cette fameuse majorité, il n'a évidemment pas changé d'avis, et il déclare « Maman, j'aime toujours Brigitte, si vous comprenez, tant mieux, sinon je l'entretiendrai. » Sa mère, parce qu'elle est sa mère, sait à quel point son fils peut faire preuve de détermination, elle accepte sans tenter de le convaincre. En Brigitte, Emmanuel voit le reflet de la relation qu'il entretient avec sa grand-mère, Germaine de Noguès, qu'il aime appeler Manette. Eux aussi ne sont pas de la même génération, mais ils partagent le même univers et parlent la même langue. Germaine est issue d'un milieu bien plus modeste que celui du petit Emmanuel. Pour vous dire, ses parents ne savaient ni lire ni écrire et ne parlaient pas très bien français. Cela lui a permis d'abord de devenir professeur de géographie, puis directrice d'école. Une belle trajectoire pour quelqu'un qui partait de très loin. Et tout ce savoir acquis, eh bien Germaine
Germaine souhaite le transmettre. Et cela tombe bien puisque Emmanuelle a soif de savoir. Une fois à la retraite, elle est venue s'installer près de sa fille et surtout de son petit-fils adoré. Tous les soirs, en rentrant de l'école, le petit Emmanuel se rend chez elle. Là-bas, elle lui transmet sa passion pour la littérature, l'histoire, la géographie et même le piano. Elle lui lit à haute voix Molière, Racine, Georges Duhamel, Mauriac et Gounod. C'est aussi elle qui l'éduque à la philosophie en lui faisant découvrir des grands auteurs. Les deux sont inséparables et nouent des liens très forts. Germaine devient alors son amie, sa confidente, voire sa seconde mère. Et lorsqu'Emmanuelle quitte Amiens pour poursuivre ses études dans la capitale, Brigitte vient régulièrement lui rendre visite. Elle reste des heures à discuter littérature. Bref, revenons-en aux études. Une fois le bac en poche, Emmanuelle poursuit à Henri IV et intègre l'Hippocane BL. C'est une filière qui allie lettres et sciences sociales. Cette fameuse BL, c'est un peu ce qui se fait de mieux en termes d'enseignement. Pour l'intégrer, il faut être bon absolument partout, que ce soit en philosophie, en mathématiques, en sociologie ou encore en langue. La formation est extrêmement chronophage, on parle de 10 heures par jour, 5 jours sur 7 de cours dans toutes les matières possibles et imaginables. Mais ça n'est pas suffisant pour arrêter Macron qui à ce moment a un seul objectif en tête, si on oublie celui de marier Brigitte, c'est intégrer l'école normale supérieure. Et là, Emmanuelle prend une deuxième claque. Après l'échec du conservatoire, il échoue au concours d'entrée de l'ENS. Une première fois, puis une seconde. Pour être précis, en fait, il est admis à l'ENS de Fontenay sur dossier, mais celui qu'il visait, c'est celui d'Ulm, de loin le plus prestigieux. Bon, intégrer l'ENS de Fontenay, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, dont n'importe quel élève, aussi ambitieux soit-il, se contenterait bien. Mais voilà, je pense que vous commencez un peu à le cerner, Emmanuelle n'est pas n'importe quel élève, et vous savez à quel point il déteste l'échec. Mais cette fois-ci, il n'a d'autre solution que d'accepter. Finalement, il intègre le pas moins prestigieux établissement de Sciences Po Paris, et il décide de suivre en parallèle un DEA en philosophie à l'université Paris-Nanterre. Alors qu'il est étudiant, une formidable opportunité s'offre à lui. L'historien François Dos, auteur d'une biographie sur Paul Ricoeur, le trouve si brillant qu'il le présente à ce dernier. Et ça tombe bien parce que le philosophe cherchait justement un étudiant pour classer ses archives. Macron devient alors son assistant de recherche et le duo fonctionne super bien. Il y a toujours cette attraction réciproque entre Macron et ses aînés, quelque chose d'inexplicable ou peut-être un talent à charmer, en tout cas quelque chose qui fait qu'entre eux et lui cela colle à chaque fois. Et plus généralement, chaque personne qui croise sa route constate un peu la même chose. Emmanuelle a indéniablement un truc extra, la capacité de donner l'impression d'être proche de son interlocuteur. Il n'aime toutes ses relations professionnelles d'une chaleur, d'une attention à l'autre, et cela le rend vraiment agréable à côtoyer. Mais certains ne sont pas dupes toutefois, ou du moins ne veulent pas l'être, et se méfient de lui. Pour la petite anecdote, alors qu'il était lycéen, Emmanuelle avait une bande de copains avec lesquels il gardait toujours une forme de distance. Surtout lorsqu'il s'agissait des soirées karaoké à boire des bières, où il pointait rarement le bout de son nez. Un jour, pour plaisanter, ses amis piratèrent sa boîte mail et envoyèrent un message signé de lui avec comme texte « Chers tous, vous me voyez tous les matins, je vous fais la bise, je vous souris, mais au fond de moi, je vous méprise profondément. » Cela n'avait pas du tout fait rire Macron. Enfin si, il avait ri jaune. Grâce à son charme ou à la manipulation selon les points de vue, Emmanuelle noue des liens très forts et se fait des contacts. Certains plus importants que d'autres. Il devient notamment ami avec Marie-Françoise Bechtel qu'il rencontre lors d'un événement à Chevènement. Elle est la directrice de l'ENA, l'École nationale d'administration, la même école qu'il intègre d'ailleurs sur concours en 2002. Et c'est pendant qu'il étudie là-bas, alors qu'il effectue son stage de haut fonctionnaire, après un stage passé au Nigeria à la préfecture de l'Oise, qu'il fait une rencontre décisive. Celle d'Henri Herman. C'est un ancien résistant, proche des milieux intellectuels progressistes, anticolonialistes, humanistes et chrétiens comme le définit Le Monde, un mec sympa quoi, qui deviendra son mentor en politique. Et même plus que ça, un véritable ami. Il est d'ailleurs l'un des témoins de son mariage avec Brigitte en 2007. 2004 signe la fin de son parcours universitaire. Il sort diplômé de l'école et entre définitivement dans ce que les adultes aiment appeler le monde du travail. À la sortie de l'ENA, Emmanuelle se dirige logiquement vers le public. Il intègre alors le corps de l'inspection générale des finances en 2004. Là-bas, pour résumer grossièrement, il contrôle la gestion financière de l'État, évalue les politiques publiques et conseille le gouvernement sur les questions économiques et budgétaires. Et là, quelque chose d'assez exceptionnel se produit. Il se fait une nouvelle fois remarquer. Et 3 ans plus tard, il est nommé rapporteur général adjoint de la Commission pour la libération de la croissance française. Quelle précocité! Et au même moment, il rentre officiellement dans le monde de la politique. En 2006, il adhère au Parti Socialiste. C'est aussi cette année qu'il fait la rencontre de François Hollande. On le laisse de côté, mais on reviendra très vite à lui. À Paris,
Emmanuel multiplie les rencontres d'intellectuels, de politiques, de penseurs qui deviendront ses parrains, ses mentors et même ses amis. Parmi eux, on peut citer David de Rothschild, Jean-Pierre Jouyet et Jacques Attali. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui est le président de la commission sur laquelle Emmanuel a été nommé rapporteur général adjoint. Et oui, parce qu'elle est aussi connue sous le nom de commission Attali. Côté perso, il épouse le 20 octobre 2007 Brigitte. Après des années d'amour clandestin, ils scellent définitivement leur union. Le mariage a lieu au Touquet, la propriété familiale de la famille Trogneux, la famille de Brigitte. En septembre 2008, il réitère cette petite transition publique-privée, à la seule différence que cette fois on ne parle pas d'école, mais bien de banque. Et pas n'importe laquelle, hein. On parle de la banque Rothschild. Bon, il a un peu été aidé par Jacques Attali quand même, qui lui a fait une lettre de recommandation. Sympa comme soutien. Avant lui, un autre homme aux ambitions politiques naissantes était passé chez Rothschild et pas des moindres, Georges Pompidou. Bref, Emmanuel, comme toujours, fait sensation. David de Rothschild, le boss de la maison, le juge époustouflant. De 2008 à 2012, Macron accomplit avec brio chaque mission qui lui est confiée. En 2008, avec son mentor François Henrot, il chapeaute la vente de Cofidis. En 2010, il aide Atos à fusionner ses activités dans l'informatique avec celles de Siemens. La même année, il est nommé associé gérant de la banque. Et fait un peu plus politique cette fois, c'est aussi en 2010 qu'il refuse de rejoindre le cabinet de François Fillon, le Premier ministre de l'époque. Il prend le contre-pied en décidant de s'engager publiquement auprès de François Hollande dans la primaire de la gauche. Et en 2012, enfin, fait le plus important de son passage à Rothschild, il boucle le deal entre Pfizer et Nestlé et cerise sur le gâteau, tout le monde l'apprécie au sein de la banque. Décidément, c'est un jeune homme si parfait. Le 6 mai 2012, François Hollande succède à Nicolas Sarkozy à la tête de l'Élysée. Et le nouveau président souhaite intégrer Emmanuel Macron à son équipe. Le 15 mai 2012, il est nommé secrétaire adjoint de l'Élysée et dès lors, il conseille le néo-président sur des dossiers économiques et financiers. En 2014, François Hollande opère un remaniement, c'est-à-dire qu'il change les membres de son gouvernement avant le terme de son mandat présidentiel. Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il en a des qualités. Ce sera une équipe resserrée, cohérente et soudée. Comment dire, un gouvernement de combat. Manuel Valls est choisi pour succéder à Jean-Marc Ayrault à la tête du gouvernement. Pour Emmanuel, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce qu'il propose à François Hollande de lui offrir une nouvelle place, celle de ministre du budget. Et là, c'est un petit peu la douche froide. François Hollande refuse. Pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce qu'il n'a jamais eu de mandat électoral, et c'est une condition non négociable pour le locataire de l'Élysée. Macron vit cela comme un nouvel échec. Il décide alors de quitter le gouvernement. Bon, cela dure le temps d'un battement de cils puisque le 26 août 2014, il le réintègre et est finalement nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Pour la petite anecdote, il devient le plus jeune ministre de l'économie depuis Valéry Giscard d'Estaing. Bref, reprenons. Parmi les mesures phares du passage de Macron en tant que ministre de l'économie, on peut citer l'élargissement du travail à dimanche, la création de lignes de car nationales et la libéralisation des professions réglementées. Tout ça était regroupé dans la fameuse loi Macron, qui a suscité pas mal de réticences à l'époque, notamment au sein de l'Assemblée nationale, ce qui a d'ailleurs poussé le gouvernement à activer le 49.3 pour la faire passer. Pour rappel, l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, permet à un gouvernement d'adopter un texte sans avoir à le faire voter par l'Assemblée nationale, en s'exposant toutefois à une motion de censure. Et c'est aussi à ce moment qu'il va connaître une véritable ascension médiatique. D'un visage qui ne disait rien à personne, Emmanuel Macron va devenir une figure familière. Au même moment, il menace de quitter le gouvernement à cause de désaccords profonds avec son propre camp. Et les choses s'accélèrent. Le 6 avril 2016, Macron organise un meeting à Amiens, sa ville natale, et annonce la naissance de son nouveau parti En Marche. Un mouvement politique qui se veut centriste. Pour lui, les partis traditionnels ont fait leur temps. Désormais, il souhaite réunir sous la même bannière des personnes qu'il juge compétentes et à droite et à gauche. Petit problème, à ce moment, il est encore ministre de l'économie. Ses ambitions politiques font un peu grincer des dents au sein du gouvernement. François Hollande va jusqu'à remettre en cause sa fidélité et sa loyauté. Le 30 août 2016, le mariage est définitivement consommé. Emmanuel Macron quitte le gouvernement Valls. François Hollande déclare à ce moment-là qu'il l'a trahi avec méthode. Ce même François Hollande qu'un conseiller avait entendu dire « Emmanuel, c'est le fils que tout le monde rêverait d'avoir ». Mais il ne s'imaginait pas que certains fils, parfois,
pouvaient aussi avoir envie de tuer leur père. Alors, je vais toutefois nuancer un petit peu cette belle tirade, parce qu'Emmanuel Macron, même s'il ne s'est jamais réellement exprimé publiquement sur cette rupture, s'est déjà confié en off. C'est la journaliste Anne Fulda qui en parle dans son livre « Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait ». Tout part d'une déception, celle d'un jeune secrétaire adjoint à l'Élysée en 2013 qui a reçu un coup de fil lui expliquant que sa grand-mère bien-aimée était sur le point de mourir. Le jeune homme avait alors manqué une réunion pour se rendre à son chevet. Cela avait fortement agacé François Hollande. Et lorsqu'il s'était justifié de cette absence, le président de la République lui avait répondu « Ah oui, perdre sa grand-mère, c'est triste, moi aussi j'étais triste lorsque j'ai perdu la mienne. » Des mots banals, empreints d'antipathie, qui auraient conduit Emmanuel Macron, parce que oui, je parlais bien de lui, à s'éloigner de son homologue du PS. Et vous savez à quel point Emmanuel était proche de sa grand-mère, alors cela se comprend. Bref, il quitte donc définitivement le gouvernement pour se lancer dans la course à la présidentielle, et la suite, eh bien, vous la connaissez. Une ascension politique fulgurante ponctuée de quelques moments clés, comme son meeting de la porte de Versailles du 10 décembre 2016. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Il y a aussi l'affaire Fillon qui bénéficie à sa campagne et ce débat d'entre-deux tours entre lui et la candidate du RN, Marine Le Pen, avec cette phrase devenue mythique. Nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Pour les experts, c'est ce débat particulièrement dominé par le candidat d'En Marche qui a scellé sa victoire. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu avec plus de 66% des suffrages exprimés président de la République. Et le 25 avril 2025, vis repetita. Emmanuel Macron, 58,2%, le prochain président de la République qui donc est candidat à sa succession, élu à sa succession. Et vous voyez la foule en liesse au Champ de Mars où l'on célèbre la victoire d'Emmanuel Macron. C'est déjà la fin de cette vidéo, comme vous aurez pu le remarquer, je me suis pas attardé sur la course à la présidentielle de Macron, sur ses deux victoires en 2017 et en 2022, parce que c'était pas vraiment le sujet de cette vidéo. Moi, mon objectif dans cette vidéo, c'était vraiment de vous parler de son enfance, de choses, d'anecdotes qui n'ont pas été dites ou racontées sur les chaînes d'infos, sur les médias, etc. Et j'espère que ça aura fonctionné, j'espère que ça vous aura plu. Et comme d'habitude, abonnez-vous, repartagez, likez un maximum, vous savez que c'est super important pour le référencement. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.